Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord dans Investir responsable sur les performances des stratégies ISR. Nous aurons le plaisir donc de réécouter l'interview de Maëlle Caravaca, fondatrice de La Crèmerie, dans la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur les annonces récentes du Premier ministre français, notamment en lien avec la hausse des frais de notaire qui sera rendue possible pour les départements. Quel impact cela pourra-t-il avoir sur le marché immobilier? Nous en parlerons avec Charles-Édouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire, mais aussi avec Sylvain Grattalou, président de l'UNPI. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur l'euphorie sur les marchés crypto et notamment Bitcoin suite à l'élection de Donald Trump et l'impact que cela peut avoir, la propagation que cela a sur les altcoins avec Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Nous lui demanderons également quel impact que cela peut avoir dans une stratégie de gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Quelles sont les performances des stratégies ISR? C'est la question que nous avons posée à Maëlle Caravaca il y a quelques jours sur le plateau de Smart Patrimoine. Maëlle Caravaca qui est fondatrice donc de La Crèmerie, un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les stratégies à impact. Écoutez. Et la performance, elle fait évidemment partie de la stratégie d'investissement, même quand on veut investir responsable et avec de l'impact. Donc oui, on s'y intéresse quand même, on regarde ça de près. Et les clients ne sont pas philanthropes, en tout cas ont envie effectivement d'être dans une démarche d'enrichissement aussi. Donc on est là aussi pour décrypter ces informations. Est-ce que lorsque l'on fait de l'investissement à impact ou est-ce que lorsque l'on met en place une stratégie d'investissement ESG ou ISR, alors effectivement plein de termes différents, mais qui dénotent quand même de la même dynamique au sein de la stratégie de gestion de son patrimoine, est-ce qu'on peut faire de la performance et de l'impact, Maëlle Caravaca? Oui, et d'ailleurs là on le voit en fait sur l'année 2024, il y a quand même des belles performances. Alors l'année n'est pas terminée, mais il y a quand même de belles performances qui se profilent. Que ça soit sur différentes classes d'actifs, par exemple sur les marchés financiers, il y a eu beaucoup de volatilité en début d'année, mais les performances sont quand même vraiment au rendez-vous. D'accord. Donc c'est porté par des thématiques plutôt climat, transition, énergie renouvelable. D'ailleurs, je vous ai pris quelques exemples de fonds avec des performances qui sont plutôt satisfaisantes. Je regardais le fonds Mirova Global Sustainable Equity fait plus 20% depuis le début de l'année, donc c'est quand même assez satisfaisant. Oui, c'est assez évocateur, oui, bien sûr. Donc clairement, sur les actifs cotés, on est dans de très belles performances. Et même si on regarde sur des stratégies plus non cotées, comme l'immobilier, la SCPI, il faut voir quand même que 2023 et 2024 ont été des années avec des fortes décotes assez impressionnantes sur certains actifs. Et d'ailleurs, c'est pas lié que à la remontée des taux, mais voilà, quand on voit des SCPI comme Primo Pierre qui a fait moins de 39% de décote et un bon nombre de SCPI aussi qui ont vraiment embarqué sur cette tendance baissière, malgré tout il y a d'autres SCPI qui se sont bien démarquées parce qu'elles ont des stratégies de décarbonation. Je pense notamment à Iroko, qui, elle, pour le coup, a même revalorisé le prix de sa part, affiche de très belles performances, mais parce qu'en fait, ils intègrent dès le début, en fait, ces critères environnementaux. Et se donne pour mission d'ailleurs de décarboner en fait l'immobilier tertiaire. Je pense notamment aussi à Kianeos qui fait de la rénovation et donc finalement intégrer ce risque environnemental ou social, sensibiliser ces parties prenantes pour justement améliorer la performance in fine. Et clairement, on en a la démonstration. Parce que vous faites un lien de cause à effet entre stratégie à impact et performance, dans le sens où on n'est pas dans une stratégie où on fait de l'impact et en plus on a la possibilité d'avoir de la performance. Vous faites vraiment le lien entre les deux, l'impact amène la performance selon vous? Oui, pour moi en fait, jusqu'à présent il y avait un diptyque qui était en réalité le risque
et le rendement. On évaluait le risque pour finalement avoir cette prime de risque et déterminer un rendement. Désormais, on est plutôt dans un triptyque avec le risque, le rendement et l'impact. Et pour moi, la performance des prochaines décennies, elle sera forcément corrélée à l'impact positif ou négatif de l'entreprise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la directive CSRD va d'ailleurs le démontrer avec le reporting où il va falloir démontrer cette double matérialité, etc. Mais déjà, le marché intègre et distingue des entreprises en faisant des valorisations, vraiment des écarts de valorisation importants. Donc, l'impact joue déjà sur la valorisation de l'entreprise, c'est ce que vous dites. Exactement, parce qu'en fait, le fait qu'une entreprise prenne en compte ces critères, ça veut dire qu'elle est consciente des risques à la fois physiques, des risques sociaux, des risques sur ses infrastructures, sur sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, le marché, les investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels et même les privés, vont être plus soucieux que ces entreprises soient plus résilientes et puissent être mieux armées finalement face à ces risques dans les prochaines décennies. Donc il y a une idée, derrière ces stratégies d'impact effectivement qu'on voit au sein des entreprises, quand on est investisseur, il y a cette idée aussi de dire quelle entreprise sera la mieux armée demain, qui aura compris aujourd'hui les enjeux et la mieux armée pour continuer à survivre quelque part, c'est ça ? Ah oui, moi on a une conviction très forte là-dessus, et à mon sens, il n'y a pas besoin d'être un ayatollah de l'écologie pour comprendre que le dérèglement climatique et les conséquences sur la biodiversité, sur nos ressources et des conséquences sociales vont peser fortement en fait sur notre économie. Et donc, quand on est un bon investisseur sans être un écolo, on ne peut pas être aveugle en fait sur ces risques-là, et donc sur la pérennité en fait, sur la stabilité de l'activité d'une entreprise. Donc, et d'ailleurs, il y a une étude Schroders que j'ai lue dernièrement qui est hyper intéressante justement pour montrer ces écarts de valorisation. Les entreprises avec un fort impact sont valorisées 25 fois leurs bénéfices des 12 derniers mois contre 17 fois pour les entreprises avec un faible impact. Donc il y a une véritable prime qui est donnée en fait pour la durabilité versus une décote pour les entreprises qui auraient des moins bonnes pratiques. Donc c'est pas une complexité supplémentaire pour les entreprises, ça devient presque un avantage différenciant. Un effet de levier, clairement, à la fois parce que en fait il y a une urgence de toute manière qui nous concerne tous, mais bien sûr il y a aussi une opportunité en fait d'aller créer de la valeur sur des thématiques plus porteuses, ou en tout cas, même si c'est pas si c'est pas une activité dans l'ADN de la boîte, en tout cas prendre en compte ces risques, c'est certain. Quand on est au quotidien dans la stratégie de gestion de son propre patrimoine, est-ce qu'il faut intégrer cette idée, ce risque que potentiellement on investit dans des actifs dont la valeur va diminuer, va se réduire avec le temps face justement aux impacts du changement climatique ? Oui, franchement... Là où, effectivement, il y a des entreprises qui vont se valoriser, c'est certain mécaniquement que d'autres vont se déprécier. Et d'ailleurs, c'est un concept qui est de plus en plus développé. On parle d'actifs échoués. En anglais, les stranded assets. Et donc, c'est que ces actifs vont progressivement se dévaloriser par le jeu, alors, des changements climatiques, mais aussi des évolutions réglementaires. Bien sûr. Il y a des entreprises qui vont se retrouver un peu en bout de course parce que la réglementation va de plus en plus peser. Il y a cet exercice de reporting qui est quand même un effort conséquent, et ça ne concerne pas que des entreprises cotées en bourse. Et puis il y a aussi des entreprises qui vont se faire rattraper par l'innovation technologique au service de la transition. Et donc tout ça, mécaniquement, feront que certaines boîtes vont se retrouver sur le carreau, grosso modo. Et donc, dans les portefeuilles des clients, on va se retrouver avec des portefeuilles qui contiendront des actifs échoués. Mais ça concerne nos clients, mais ça va concerner aussi les banques, les assureurs qui Bien sûr, ont de gros actifs, notamment liés aux activités d'énergie fossile. Et c'est cantonné aux entreprises, ou ça va aussi sur, par exemple, des investissements immobiliers ou, bien sûr. Infrastructure, en fait, il va y avoir aussi, je pense, un effet un peu domino et indirect qui va impacter l'immobilier, qui va impacter le transport. Qui va impacter peut-être aussi le tourisme, en fait, toutes les autres activités, parce qu'en réalité,
notre économie repose quand même encore beaucoup sur les énergies fossiles. Donc il faut prendre en compte dans sa stratégie de gestion de patrimoine ce concept d'actif échoué, si je comprends bien. Parce que actif échoué, il y a une limite dans le temps. C'est quoi? C'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Là, les projections, j'ai pas de boule de cristal et pour le coup, je voudrais pas faire de projections qui seraient aussi fiables qu'une météo bretonne. Donc, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, on sait que ça risque d'arriver parce que de toute manière, il faudra prendre un tournant sur l'économie et construire une économie plus durable et plus résiliente. Et donc dire au revoir à certaines activités. Voilà, donc c'était l'interview de Maëlle Caravaca, fondatrice de La Crèmerie, cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les stratégies de gestion à impact. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur cette possible hausse des frais de notaire laissés à l'appréciation des départements annoncée par le Premier ministre à la mi-novembre. Pour en parler, pour décrypter l'impact qu'une telle mesure pourrait avoir sur le marché de l'immobilier, nous avons le plaisir d'accueillir dans l'émission 2 experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir à distance donc tout d'abord Sylvain Grattalou. Bonjour Sylvain Grattalou. Oui, bonjour. Vous êtes président national de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant quelle incidence cela peut avoir selon vous sur les propriétaires immobiliers et peut-être plus largement sur le marché de l'immobilier. Nous avons le plaisir d'accueillir également en plateau cette fois-ci Charles-Édouard Bourget. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour Nicolas. Vous êtes notaire associé à Paris. Je reviens sur la mesure et sur l'annonce qui a été faite donc le 15 novembre dernier. Le Premier ministre a annoncé que les départements qui le souhaitent pourront augmenter en 2025 de 0,5 points les droits de mutation à titre onéreux, une mesure temporaire qui pourrait durer 3 ans. En tout cas, c'est l'annonce qui est faite aujourd'hui. Ces droits de mutation à titre onéreux, c'est également ce qu'on appelle des frais de notaire. Charles-Édouard Bourget, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice pour commencer, que tout le monde doit vous poser. Est-ce que vous allez gagner plus du coup? Je l'attendais. Non, parce que on appelle ça couramment des frais de notaire, mais vous le savez, la plupart des gens le savent, ce ne sont pas des frais de notaire. Ce que nous appelons, ou ce que vous appelez les frais de notaire, ça comprend majoritairement des taxes. Donc les droits de mutation à titre onéreux, qui sont une partie des taxes départementales, des taxes communales et puis des frais d'assiette. Il y a la rémunération des études notariales et puis il y a quelques débours, quelques dépenses qui sont faites pour constituer vos dossiers. Ces taxes, sur les 7 à 8% que représentent les frais d'acte ou les frais d'acquisition, plutôt que frais de notaire lorsque vous achetez dans l'ancien, ces taxes, elles représentent aujourd'hui 5,89%, dont 4,50% pour les départements. Et la proposition, c'est de passer... Sur les 7 ou 8% de... Exactement, d'accord. Exactement. Et c'est 4,50% qui pourrait passer temporairement à 5%. Pour certains départements. Et alors là, ça se passerait comment? Ça veut dire que un département pourrait décider qu'on augmente de 0,5 points les droits de mutation pour toutes les transactions immobilières dans le département. Et donc là, vous êtes obligé de les appliquer et ça vient augmenter mécaniquement le coût global d'une acquisition. Exactement. Donc les frais d'acte comprennent donc une bonne partie des taxes. Ces 4,50 pourraient passer à 5 et ça s'appliquerait. Alors aujourd'hui, il y a eu un petit rétropédalage. On nous dit que ça s'appliquerait pas dans le neuf. Oui. Là, ces frais, ces droits de mutation sont inférieurs à 4,50 aujourd'hui dans le neuf. Et ça ne s'appliquerait pas, soi-disant, nous expliquons, aux primo-accédants. Alors moi, je ne sais pas comment on détermine un primo-accédant. Je ne sais pas quel est l'acte qui permet de le déterminer. Est-ce que ce sera une déclaration ou quelque chose? Mais en tout cas, ça ne s'appliquerait pas aux primo-accédants. Et oui, ça augmenterait mécaniquement les frais que vous allez payer quand vous achetez un appartement. Pour un appartement de 300 000 euros, 5%, ça fait une augmentation de 1 500 euros à peu près, ce qui représente, ou de 1 000 euros, ce qui représente en fait une augmentation de ce que vous allez vous devoir apporter. D'accord. Puisque, mais monsieur pourra sans doute mieux l'expliquer que moi encore, les banques ne finançant pas l'apport personnel ou les frais d'acte, c'est votre effort personnel qui devra être augmenté. Sylvain Grattalou, président national de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous défendez les intérêts des propriétaires, si je peux le résumer ainsi. Une augmentation de 0,5 points donc des droits de mutation à titre onéreux, à la discrétion des départements, précisons-le, ça n'est pas effectif sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, mais c'est à la discrétion des départements. Ça vient mécaniquement augmenter l'assiette d'acquisition, donc Charles-Édouard Bourget nous l'a dit, d'à peu près 1 000 euros, si on prend l'exemple de l'achat d'une résidence à 300 000 euros. Ça veut dire qu'on fait peser encore un peu plus sur les propriétaires le financement de la vie locale.
Bien évidemment, je crois un peu plus, c'est encore et encore. La propriété, qui est une valeur que nous défendons, est une valeur qui offre une stabilité dans notre société. Or, aujourd'hui, plutôt que d'être encouragé par les pouvoirs publics, on s'aperçoit très clairement que c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires subissent des entraves qui sont impressionnante. Il y a l'encadrement des loyers, il y a le permis de louer, la rénovation énergétique, le déséquilibre entre les droits et obligations entre propriétaires et locataires, l'explosion des taxes foncières, une fiscalité décourageante qui est discriminatoire. L'IFI est très significatif. Donc sur le plan réglementaire, ça devient intenable. Sur le plan financier, c'est paupérisant. Et sur le plan fiscal, c'est confiscatoire. Donc on s'aperçoit que cette augmentation des droits de mutation vient s'ajouter à l'ensemble des éléments que je viens de rappeler et que le propriétaire, c'est-à-dire le Français moyen, la plupart des Français, 35 millions de propriétaires, constituent la variable d'ajustement de la politique budgétaire de l'État qui n'a pas été en mesure de faire des économies quand il le fallait, dégager des recettes comme elles devraient être dégagées. Sylvain Grattalou, le marché de l'immobilier et l'évolution du marché de l'immobilier est un sujet qu'on suit dans cette émission et que beaucoup suivent d'ailleurs depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, en lien avec l'accès au crédit, en lien avec le coût du crédit, en lien avec l'impact que cela peut avoir sur les variations de prix sur le marché immobilier. Et j'oublie évidemment même ces moments où on a vu effectivement qu'on pouvait tout simplement, pour des raisons effectivement réglementaires, avoir des difficultés ne serait-ce qu'à obtenir un crédit pour rentrer effectivement dans les règles d'octroi de crédit. Cette nouvelle mesure, est-ce que ça va freiner une reprise timide du marché de l'immobilier qu'on voyait à l'heure actuelle, ou alors est-ce qu'on peut se dire que sur un projet de 300 000 euros, c'est pas 1 000 euros supplémentaires qui vont radicalement changer une tendance ? Bien sûr que cela va freiner. Quand on sait que la taxe foncière et la taxe d'habitation à l'époque constituaient le pack fiscal de rentrée dont les propriétaires s'acquittaient, considérant que ça faisait partie, après la rentrée scolaire, des sommes à payer. Aujourd'hui, la taxe foncière, dont vous connaissez l'explosion, plus de 32,9% en 10 ans, plus de 80% à Paris sur la même période, cette taxe foncière aujourd'hui constitue un critère qui vient s'ajouter aux autres critères pour arbitrer sur l'opportunité ou non d'acquérir un bien immobilier. Une taxe foncière, c'est 2,5 mois de loyer, c'est 1 000, 2 000, 3 000 euros. Alors vous pensez bien que ces 1 500 euros dont vous faites état sur le bien dont il est question, en tout cas dans l'exemple que vous donnez, ça vient se rajouter encore à des sommes qui sont à dégager pour le propriétaire. En tout cas pour celui qui voudrait être propriétaire. Donc on a, sachant que ces montants, et le notaire l'a rappelé, pardonnez-moi, je me souviens plus son nom, Maître Bourget, oui, ça ne se finance pas par un prêt immobilier. Donc, est-ce qu'il faudra faire un prêt à la consommation? Mais on marche sur la tête. D'autant plus que les apports sont de plus en plus importants, puisqu'on a cette limite de 35% de taux d'endettement qui est toujours là, alors que le Parlement souhaitait, par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et d'un député qui est Lionel Causse, de passer vers le reste à vivre, qui était beaucoup plus pertinent. En fait, toutes ces mesures, quelles qu'elles soient, sont des mesures qui ne permettent pas d'aboutir à une reprise du marché. Bien au contraire. Et c'est absolument impensable que l'exécutif et que le Parlement, mais le Parlement avec ses 13 groupes parlementaires, c'est un peu compliqué de trouver un accord, mais que l'exécutif ne puisse pas à un moment donné se dire oui, il faut relancer le marché, comment faire? Eh bien, il faudrait peut-être diminuer pour les primo-accédants les taux. Et là, c'est tout l'inverse qui se produit. Charles-Édouard Bourget, une réaction à ce que dit Sylvain Grattalou. Vous partagez le constat effectivement sur le marché immobilier ou sur le... Oui, je partage le constat. J'ajoute, sans entrer dans une polémique vis-à-vis soit du gouvernement, soit des parlementaires, mais j'ajoute que je crois que c'est en 2014 où il y avait eu une augmentation déjà des droits de mutation. Et il y avait eu, entre l'annonce et la mise en place, une augmentation un petit peu du marché, et puis après, une baisse des acquisitions suite à au caractère effectif de cette augmentation. Tout le monde s'était rué sur des biens immobiliers avant que ça devienne effectif. Mais finalement, après, ça avait ralenti, et l'effet recherché qui était d'augmenter les recettes côté départemental, finalement, n'a pas été aussi bien atteint que ce qui était souhaité. Et puis sur le parce qu'on augmentait en fait la valeur effectivement de la taxe en question, mais on perdait en volume. Oui, exactement. On diminue le nombre de transactions, donc on perd en volume. Et puis du côté du particulier, ces 1 500 euros qui vont venir payer des droits de mutation, eh bien, ils ne seront pas mis soit dans du mobilier, soit dans des travaux qui sont faits dans la maison ou dans l'appartement, et ça grippe en fait l'ensemble de la chaîne qui découle
après d'une acquisition. Quand vous achetez un nouvel appartement, vous achetez du mobilier, vous faites des travaux et vous êtes au début d'une grande chaîne. Donc ça vient, selon vous, gripper un peu plus ce marché plutôt que d'apporter de la fluidité sur ce marché immobilier qui peinait à reprendre un petit peu des couleurs quand même. Il est certain que ça ne vient pas aider et ça ne vient pas mettre de la fluidité. L'objectif premier n'est pas de mettre de la fluidité, c'est de faire des ressources pour les départements. Ça, on verra après si c'est un objectif qui est atteint. Sylvain Gratalou, une chaîne de valeur grippée, c'est aussi ce à quoi il faut s'attendre, ou un petit peu plus grippée que ce qu'elle n'est actuellement ? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on prend des petites mesures qui ne s'inscrivent pas dans une politique du logement sur du long terme. Donc, je crois que le temps de ces petites mesures et des discussions est révolu. Il faut véritablement savoir ce que l'on veut de l'État français et de notre société. Vont-on la propriété privée ou pas ? Aujourd'hui, j'ai 35 millions de propriétaires qui ont constitué un patrimoine pour leur retraite, pour de l'épargne, pour plein de choses. On a 70% des locataires qui sont logés par le parc privé. Qu'est-ce que l'on veut ? Développer du logement social ? Ben certainement pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je crois qu'on s'en sortira. Les objectifs aujourd'hui en matière de logement sont fixés par la loi de finances et je trouve ça assez troublant quand même que ce soit les finances qui permettent d'établir une feuille de route concernant le logement. Il faut une vraie politique du logement à long terme, en réunissant tous les acteurs, en premier lieu les propriétaires qui sont ceux qui font le marché, sont eux qui achètent, ce sont eux qui vendent. Et puis après, naturellement, s'il n'y a pas de vente ou s'il n'y a pas d'acquisition, eh bien c'est les secteurs professionnels qui sont impactés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'en terminerai là-dessus, c'est aussi faire un bon diagnostic. On veut construire du neuf, pourquoi pas ? Mais commençons déjà à s'occuper de l'existant, de la rénovation énergétique, de la surélévation, de la densification, et puis, en résiduel, évidemment, construire du neuf. Je crois qu'on se trompe complètement du diagnostic et les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. Charles-Édouard Bourget, dernière question sur la mise en application de la mesure. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, vous avez dit effectivement qu'il y a eu l'annonce et puis après, il y a le post-annonce qui vient préciser un peu et rajouter peut-être un petit peu de flou sur l'application par les professionnels. Je rajouterai une autre question. On parle de discussion dans le cadre d'un projet de loi de finances plus global avec les questionnements politiques qu'on peut voir à l'heure actuelle. Les professionnels, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils attendent, ils se préparent, ils attendent de voir si le projet passera, si le gouvernement restera ? Alors, au niveau des professionnels de l'immobilier, la mesure, elle aura sans doute aussi un impact, encore que aujourd'hui, on nous semble nous dire qu'il s'agit de droits de mutation en matière d'acquisition détenus. C'est-à-dire pas les achats-reventes pour lesquels il y aurait des droits de mutation réduits, comme dans le neuf d'ailleurs. Les mesures d'application, en fait, si la loi de finances est votée avec ces mesures-là, elle sera promulguée tout début janvier ou toute fin décembre. Et puis après, ce sera les départements qui devront prendre les mesures. Aujourd'hui, il n'y a que 3 départements qui ne sont pas à 4,50 puisqu'ils ont une fourchette dans laquelle ils peuvent être. Ils se sont tous mis évidemment au maximum à 4,50. On peut supposer que la plupart des départements augmenteront de 0,5 points. Et ces mesures, dans ces cas-là, sont effectives à partir du 1er juin. Donc on a une petite fenêtre entre janvier et juin où on resterait sur le taux actuel. Et puis on verra ce qu'il en est après. Mais il est certain qu'il risque d'y avoir une petite accélération sur cette période-là. Et après, peut-être un ralentissement comme il y avait eu en 2014. Merci beaucoup Charles-Édouard Bourget, notaire associé à Paris. Merci également Sylvain Gratalou, président national de l'UNPI, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Anthony Kelsey. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine et ensemble on va revenir sur cette euphorie qu'a connue le Bitcoin mais aussi les autres crypto-monnaies en lien avec l'élection récente de Donald Trump mais dans le cadre d'une gestion de patrimoine, Anthony Kelsey. Tout à fait. Donald Trump a fait pousser le Bitcoin à presque 100 000 $ et donc tout le monde s'y intéresse et se réintéresse. Mais je crois que nous sommes encore au tout début de l'histoire du Bitcoin et des cryptos. C'est-à-dire que tout le monde s'y réintéresse, elle a remis un petit peu sur le devant de la scène. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on voit effectivement cette euphorie se propager au-delà du Bitcoin aux autres crypto-monnaies. Et ce que vous dites, c'est qu'on en est au tout début de l'histoire encore, alors qu'on vient de dépasser quand même des seuils un peu clés sur notamment le Bitcoin, par exemple. Si on regarde évidemment sur les derniers mois avec les ETF Bitcoin qui ont été approuvés début d'année, ce qui a été quand même un grand coup de projecteur et un début de la hausse, on n'était pas encore dans la phase d'euphorie du Bitcoin et des cryptos. Donc là, on commence à y rentrer. Et cette phase d'euphorie qu'on retrouve à chaque cycle, qui va durer à peu près 12 mois,
et qui suit exactement ce qui s'est passé dans le précédent cycle, devrait se poursuivre jusqu'à 2025. C'est pour ça que je dis, on est encore au tout début de cette phase d'euphorie, on n'a pas encore explosé les records de Bitcoin, et on n'a pas encore l'explosion des altcoins. D'accord. Certaines se sont réveillées, mais elles étaient quand même bien au fond de la cave, et on est encore vraiment au tout début de ce que ça peut être comme altcoin season, comme on aime l'appeler. En matière d'impact économique sur le financier, ou en l'occurrence sur les crypto-monnaies, on a connu aux États-Unis une SEC assez frileuse sur le sujet crypto-monnaie, et on pourrait voir l'élection de Donald Trump comme un grand chamboulement sur le sujet, étant donné les déclarations qu'il a pu faire et sa volonté d'ouvrir un petit peu les vannes réglementaires aux États-Unis sur le sujet crypto. Vous voyez ça comment, vous, comme un grand chamboulement, ou finalement un processus de long terme dont on voit effectivement une émergence aujourd'hui? À très court terme, c'est clair que l'impact est énorme. Donald Trump est clairement un président pro-crypto. Il va y avoir le Bitcoin Act qui a été déposé par une sénateur, dans lequel, pendant 5 ans, ils vont acheter jusqu'à 1 million de bitcoins. Donc, pendant 5 ans, c'est à peu près 200 000 bitcoins par an, c'est-à-dire 20 milliards de bitcoin par an. Évidemment, c'est énorme, plus la dérégulation. Donc, à très court terme, c'est énorme pour le bitcoin et les cryptos. Mais c'est un processus de long terme de cette adoption des bitcoins et des cryptos. Si Donald Trump n'avait pas été élu, ou si les 2 candidats s'en fichaient complètement des cryptos, eh bien, il y aurait eu un autre pays, dans 1 an, dans 2 ans, qui aurait fait la même chose que les États-Unis pour pouvoir profiter, évidemment, des caractéristiques exceptionnelles du bitcoin. Donc, à court terme, c'est évidemment un coup d'accélérateur et un magnifique coup des États-Unis, mais à moyen long terme, c'est inexorable. Le Bitcoin va être une réserve mondiale de valeur avec plus ou moins des fluctuations Ça, c'est votre conviction de conseiller en gestion de patrimoine, de professionnel de la gestion de patrimoine, de dire c'est inexorable, le Bitcoin deviendra une réserve de valeur, alors même que vous travaillez avec tous les actifs financiers traditionnels ou non qui existent? Oui, bon, le Bitcoin a des caractéristiques d'investissement très différentes des actions, de l'immobilier, des obligations. Il faut supporter la volatilité, il faut supporter le long terme. Mais le Bitcoin aujourd'hui est le meilleur actif qu'il soit, dans le sens où il n'a aucun risque de contrepartie comme l'or. Donc, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a pas de marché. C'est l'actif le plus global au monde. On peut se l'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans demander rien à personne, en toute sécurité. On peut le conserver et le transporter donc, de façon extrêmement simple. Donc, il a les meilleures caractéristiques au monde. Son problème, c'est la volatilité et son temps d'adoption, qui est quand même énorme quand on veut gérer son patrimoine de façon un petit peu tranquille et qu'on est déjà riche. Mais si on supporte cette volatilité et qu'on a cet horizon de long terme, il est clair qu'avoir du Bitcoin, pour un pays, c'est une évidence, on a un horizon de long terme et qu'on supporte la volatilité. Pour une entreprise aussi, et pour un particulier également. Il faut s'attendre à ce qu'avoir d'autres pays ayant emboîté le pas aux États-Unis. Quand je dis d'autres pays, je parle d'économies comme des économies européennes, par exemple. Disons que les États-Unis, là, ils ont marqué un grand coup et tout le monde va vouloir faire comme eux, sinon avec le risque, parce que maintenant ça devient un risque de ne pas avoir de Bitcoin. Bon, même si on sait que la Suisse, la Norvège avaient déjà des positions de Bitcoin et d'autres pays avec l'action MicroStrategy, on peut acheter de Bitcoin indirectement avec certaines actions qui achètent du Bitcoin. Donc oui, les autres pays vont emboîter le pas, les entreprises vont emboîter le pas pour préserver la valeur de leur épargne sur le long terme. Merci beaucoup Anthony Calci de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes fondateur de Calci Patrimoine et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.